Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Avec l'AM, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Depuis plusieurs années, nous organisons ensemble des événements entre les deux familles mutualistes. Le dernier en date est le webinaire sur la déshérence. Nous pensons qu'il y a un réel intérêt de travailler ensemble et d'autres événements vous sont proposés à l'avenir en tout cas. La France fait figure de précurseur dans le domaine de l'information extra-financière. En effet, avec la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001 et la loi Grenelle 2 de 2010, certaines entreprises devaient déjà publier les informations RSE. Ensuite, avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et récemment, la loi relative à l'énergie et au climat complète le dispositif existant en matière d'exigence de reporting et de publication pour les acteurs financiers, afin de renforcer la transparence des informations non financières et d'harmoniser les pratiques. Au niveau européen, les enjeux liés à la transition écologique et climatique sont au cœur des préoccupations pour la Commission européenne et nombreux travaux sont menés en parallèle afin d'atteindre l'objectif d'une neutralité carbone en 2050 et une économie plus durable. À titre d'illustration, la taxonomie européenne, la révision de la directive sur le reporting extra-financier, le règlement disclosure, ou encore l'adoption d'une nouvelle stratégie de finances durable. Dans ce cadre, nous souhaitons, avec ce webinaire, vous faire un état des lieux, ensuite sur l'actualité réglementaire en faisant un focus sur l'article 29 de la loi relative à l'énergie et au climat et aussi le règlement européen Disclosure. Pour le bon déroulement de ce webinaire, je vous invite à désactiver vos micros. Une séance de questions-réponses est prévue à la fin. Vous pouvez également poser vos questions dans la discussion. Je laisse maintenant la parole à Anne-Sophie du cabinet Périclès et Nicolas Fournier de Secontis. Alors bonjour à tous. Alors déjà, je m'engage pour Nicolas, mais nous sommes ravis d'être ici présents pour ce webinaire sur ce sujet non moins très très riche qu'est la finance durable. Alors vous noterez dans les slides à venir qu'il y a peut-être beaucoup d'informations. Ce qu'on a souhaité, c'est pouvoir vous faire un échange oral et que vous ayez aussi une matière ensuite à disposition si nécessaire. On note aussi qu'il y a un certain nombre de participants, que sans doute vous êtes tous dans un degré d'avancement qui est différent. On a voulu faire quelque chose qui soit plutôt sur une première approche, donc un démarrage. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà tout ça, peut-être que d'autres en connaissent un petit peu moins, mais l'idée c'est d'avoir une première entrée en matière et puis après on verra ensuite si on va plus loin sur certains sujets. Niveau sommaire, une entrée en matière dans laquelle on va regarder potentiellement le pourquoi que Jingmi a un peu évoqué et quelques définitions, avant de basculer sur le panorama réglementaire pour que vous ayez une idée à peu près claire, même s'il y en a un peu dans tous les sens, sur la réglementation autour de ce sujet-là. Ensuite, nous ferons un focus sur la réglementation disclosure, avant d'enchaîner sur l'article 173 qui va bientôt être remplacé par l'article 29 de la loi énergie-climat, avant de basculer sur une mise en perspective. Donc si on considère qu'on doit finir à 10 heures, si on a commencé à 9 heures, on va tâcher d'être au plus concis et efficace. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions pour la suite. En termes d'entrée en matière, alors ça va être une digression scientifique, parce que même si on parle de finance, on est sur un sujet qui est purement scientifique. Le tout a commencé en 1988, lorsque les Nations Unies ont lancé le GIEC pour établir un certain nombre de projections climatiques fondées sur des hypothèses pour notamment expliquer le réchauffement climatique. L'idée, c'est de pouvoir avoir un certain nombre de scénarios. C'est donc ce qu'ils ont réalisé avec des principes. Donc, vous allez avoir ici 4 profils d'évolution qui ont été identifiés par le GIEC, qui s'appellent donc 2,6, 4,5, 6 et 8,5, et qui correspondent chacun à une sorte d'évolution de température sur la Terre. Tout ça étant lié à des gaz à effet de serre. Alors, sachez que les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est
à l'origine indispensables pour nous, parce que sans gaz à effet de serre, nous aurions potentiellement à la surface de la planète plutôt des températures de l'ordre de moins 15 degrés plutôt que de l'ordre de 18 degrés comme on peut avoir aujourd'hui. Et donc ce rayonnement solaire qui fait qu'en partie, il y a une partie qui reste dans l'atmosphère, font que ces gaz à effet de serre retiennent une partie de la chaleur qui est particulièrement utile. Vous avez dans ces gaz à effet de serre aussi, pour information, à la fois le carbone dont on parle beaucoup, mais aussi du méthane et plein d'autres gaz à effet de serre dont on en citera donc 3, le carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Le tout est souvent présenté dans une forme d'équivalent carbone, donc pour expliquer que ce n'est pas que du carbone, mais l'équivalent des gaz à effet de serre, c'est une appellation qui a été définie par le GIEC. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un sujet sur ces gaz à effet de serre? Parce qu'il y a une augmentation très forte ces dernières années de ces gaz à effet de serre causée par l'homme et notamment par l'exploitation des hydrocarbures. Et donc cette évolution fait qu'il y a une grosse inertie et potentiellement un changement climatique conséquent auquel on va être assujetti dans les années à venir. Il y a aussi un point qui est très important qui s'appelle l'inertie climatique. Aujourd'hui, il faut savoir que le dioxyde de carbone qui est aujourd'hui dans l'atmosphère, il faut 30 ans à minima, voire même plus, pour faire que ce carbone éventuellement évolue dans l'atmosphère. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui n'aura potentiellement pas d'effet dans les années proches à venir, mais aura un effet à horizon 20-30 ans lorsque cette inertie aura été transformée grâce à nos actions du jour. Ensuite, un autre point qui est très important, c'est les indicateurs observés pour les émissions de gaz à effet de serre, et notamment le principe de scope, que vous pourrez retrouver dans un certain nombre de réglementations aussi, à savoir le scope 1, 2 et 3. À quoi ça correspond, ce terme de scope, pour évaluer ces bilans d'émissions de gaz à effet de serre? Le scope 1, c'est les émissions directes d'une entité liée à son activité. Le scope 2, ça va être les émissions qui sont indirectement liées, mais à toutes les consommations énergétiques nécessaires à cette activité. Et enfin, le scope 3, c'est souvent celle qui est la plus complexe à appréhender. C'est les émissions indirectes, c'est-à-dire liées au cycle de vie des produits ou de tout le service qui aura été le nôtre au moment où on l'aura fait. Tout ça pour dire qu'il y a un véritable objectif pour réduire la production de carbone et des gaz à effet de serre. Et une fois que le tout aura été réduit, il faudra potentiellement compenser le résiduel pour faire qu'on ait un équilibre qui s'installe. Si on passe à la slide suivante, pour aller très vite sur ce sujet-là de qu'est-ce qui s'est passé lors de la COP21 qui a permis un engagement par rapport à un objectif de 2 degrés, vous avez sans doute entendu parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a déjà plus d'1 degré qui a été consommé, donc on a déjà entamé fortement cette cible qui est d'avoir cette neutralité carbone à horizon 2050. À titre d'illustration, pour faire qu'on atteigne cet horizon 2050, il a été identifié qu'il fallait baisser de l'ordre de 3 à 4, voire un peu plus de pourcents par an, jusqu'à 2030, le budget carbone. Le Covid, par exemple, l'an dernier, a permis d'avoir cette baisse-là. Sauf que c'est une baisse qu'il faut avoir chaque année et d'année en année supérieure. Et donc, pour donner une idée de ce que peut avoir comme conséquence le fait de réduire ce carbone que nous dégageons en tant qu'activité humaine. Dans le cadre de la France, comme le disait Jimmy, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et notamment il y a une stratégie nationale bas carbone qui a été identifiée pour installer une stratégie pour limiter ce carbone. Les choses sont installées, commencent à se mettre en place, mais il est certain que, pour le coup, la finance a un rôle à jouer extrêmement important, donc tous les investissements financiers, pour permettre à ce qu'il y ait des évitements des énergies fossiles, pour privilégier les investissements dans les efficacités énergétiques, dans les énergies, dans finalement tout ce qui est utile à notre vie et qui permettent d'avoir une réduction carbone. D'une certaine manière, la modification en termes de finances pourrait permettre d'accompagner le changement de comportement et de méthode qui est nécessaire pour nos activités diverses. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Non, vu le timing, je propose qu'on continue et éventuellement qu'on revienne à la fin sous forme de questions sur ces problématiques. Super. Maintenant qu'on a fait cette digression scientifique très rapide, rentrons en matière sur la partie finance durable. Finance durable, finalement, il y a beaucoup de définitions qui sont autour de cette appellation-là. Vous allez entendre durable, vous allez entendre finance verte, responsable, solidaire. Tous ces éléments-là ont et cherchent à trouver une sorte de place et en tout cas à s'organiser.
Il y a très peu de définitions qui ont finalement été établies autour de ces sujets-là. Le gouvernement français en a fait une autour de la finance verte, et plus récemment, dans le monde de la finance, c'est le règlement Disclosure qui a pour la première fois défini en tant que tel ce qu'il appelait la finance durable, et qui est comme la contribution à un objectif environnemental, social et humain. Donc, d'une certaine manière, le durable cumule les trois critères E, S et G dont on entend un peu parler depuis quelques années maintenant. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces trois appellations-là? Aussi en lien avec les études du GIEC, il faut savoir que tous les impacts environnementaux qui sont envisagés, que ce soit les risques physiques et de transition que nous allons voir par la suite, impactent majoritairement, souvent, les populations les plus défavorisées. Et donc, à ce titre, le cumul et l'association entre environnemental, social et donc gouvernance associée prend tout son sens ici. Donc, en termes de critères ESG, on vous a illustré ici des exemples autour du critère environnemental qui représente à la fois les émissions de CO2 de gaz à effet de serre, mais aussi des éléments sur les énergies, sur la consommation, sur les déchets, l'économie circulaire. En termes de social, vous allez retrouver tout ce qui concerne les éléments sociaux, type de l'inégalité, de la formation des salariés, de l'emploi des personnes en situation de handicap, ou encore de gouvernance, où là, cette fois-ci, on va être sur des respects des obligations fiscales, sur la lutte contre la corruption, la féminisation des conseils d'administration, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que la finance durable regroupe finalement tout type d'investissement qu'on a pu entendre de type vert, ou de type socialement responsable, ou de type solidaire. C'est une terminologie qui est destinée à regrouper l'ensemble. Voilà, on peut peut-être simplement rajouter à ce niveau-là que quand on regarde deux produits financiers qui s'appellent durables, qui s'appellent ISR ou qui s'appellent ESG, on peut avoir finalement à l'intérieur des choses radicalement différentes. Et on reparlera derrière, un petit peu plus tard dans la présentation, d'un des objectifs du règlement Disclosure, et c'est justement d'apporter un peu plus de clarté pour que toute personne achetant un produit vert, durable ou quoi que ce soit d'autre comprennent l'objectif du produit. Tout à fait. Pour enchaîner sur cette entrée en matière, simple état des lieux. Alors là, c'est plus pour que peut-être vous aider à y voir plus clair sur toutes les organisations, voire initiatives, voire données, méthodologies, etc., qui peuvent exister. Le point qui est important à retenir, c'est qu'il y a de nombreuses initiatives, que le tout est en quête de cohérence, et que d'une certaine manière, la réglementation impulse des choses pour tâcher d'harmoniser au maximum les choses. Comme le disait Nicolas, notamment aussi pour qu'il y ait une communication de plus en plus transparente qui soit faite au niveau de l'investisseur final. Il y a des choses aussi qui évoluent et qui peuvent avoir de grosses conséquences en termes d'image. Je prends l'exemple, par exemple, de l'application Rift, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une application qui permet à des particuliers de savoir ce qu'ils ont véritablement dans l'épargne ou dans les comptes bancaires dans lesquels ils ont investi. D'une certaine manière, c'est la mise à disposition d'un particulier d'informations qui sont potentiellement aujourd'hui non connues du grand public. Donc, il peut y avoir de fortes conséquences en termes d'image sur une entité en fonction des investissements qui sont les siens. Et peut-être un deuxième sur le CTH, le Climate Transparency Hub, qui est destiné à centraliser toutes les communications que les entités vont faire. C'est par le biais aussi de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, au niveau français. Et il y a pas mal de choses qui se font et qui sont très intéressantes, peut-être en structuration de documents, et justement pour en retirer toutes les bonnes pratiques du marché. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en réglementation, c'est ce qu'on va voir juste après. Beaucoup d'initiatives aussi. En quelques mots, quel est l'enjeu, quels sont les intérêts de ce sujet de finance durable? Déjà, numéro 1, il y a différents retours des investisseurs qui évoquent le fait qu'ils souhaitent investir de plus en plus et accorder une place importante aux impacts environnementaux, sociaux dans les décisions de placement. C'est quelque chose qui se développe. L'impact investing, c'est aussi quelque chose qui se développe pour rajouter en tant qu'investisseur non pas l'approche rendement-risque, mais aussi l'approche de l'impact. Quoi qu'il en soit, il y a une véritable opportunité à se positionner dans ce monde qui est très concurrentiel, et pour maîtriser le plus vite possible les critères ESG et les communiquer à bon escient. Et puis, il y a aussi le pendant qui est, OK, maintenant, si éventuellement je ne fais pas ce type d'investissement pour me mettre en ordre de marche de maîtriser mes critères ESG, quelles peuvent être les conséquences et quels peuvent être les risques?
On les a ici résumés, et c'est la majorité enfin, tout le monde les résume de cette manière. Derrière les critères ESG, vous avez plusieurs risques. Un qui va être transversal, qui va être le risque d'image et de réputation, et on aura des exemples dans la suite qui pourront nous permettre de le présenter à nouveau. Et puis après, vous avez aussi, sur l'approche plus peut-être environnementale, vous avez des risques physiques et des risques de transition. Donc, pour poser les choses, le risque physique, c'est l'impact direct au changement climatique sur les personnes et les biens. Et puis le risque de transition, c'est la modification du comportement des agents économiques en réponse à une politique durable. Donc, à titre d'exemple, qu'on citera peut-être par la suite, l'évolution en termes d'investissement charbon, hydrocarbures, qui peuvent avoir un impact fort si on ne s'y met pas suffisamment tôt par rapport à comment est-ce qu'ils vont évoluer les politiques durables en ce sens. Ça, c'est vraisemblablement les 2 parties, extrêmement importantes, le risque physique et le risque de transition. Je veux juste rajouter un petit mot sur le périmètre concerné. Le risque de transition, comme le dit Anne-Sophie, c'est, une entreprise utilise aujourd'hui massivement du charbon ou du pétrole. Dans une économie zéro carbone, elle n'existe plus. Quelque part, le risque de transition est extrêmement fort. On est en train de dire l'entreprise peut disparaître. Le risque physique, ça va concerner tout le monde. Une entreprise, quelle qu'elle soit, s'est installée au bord de la mer et dans un scénario climatique, la mer monte, l'usine disparaît. D'accord? Donc ces 2 risques, sont vraiment les 2 composantes clés de toute la partie changement climatique, mais avec des enjeux et des périmètres totalement différents. Gardez juste en tête, le risque physique, c'est absolument tout le monde et on en reparlera, dans le domaine de l'assurance, c'est actif et passif. Voilà. C'est effectivement très important de l'appréhender. Là, aujourd'hui, tout ce qui est réglementaire est très orienté sur l'investissement, qui est effectivement l'élément numéro un. Par la suite, il y a tous les aspects de passif qui sont très importants. Alors, on a tenu, à illustrer un petit peu, alors sur une approche plutôt ESG que accord de Paris ou que risque physique, ou risque de transition, mais, à expliquer ce que peut vouloir dire le E, le S, le G sur une entreprise. D'accord? Donc là, on peut parler par exemple du G pour, le cas de Volkswagen, le G étant la gouvernance. La direction de Volkswagen a «triché» entre guillemets, a truqué ses moteurs, pour passer les normes anti-pollution. Ce qui est assez intéressant, on peut faire le parallèle avec ce qu'ils viennent d'annoncer il y a 2-3 jours, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais, Audi a dit, donc Audi, groupe Volkswagen, vient de dire, «La norme Euro 7, je ne sais pas faire, donc là, cette fois-ci, je vais pas la faire et je vais faire de l'électrique». D'accord? Donc, voilà, on peut vraiment mettre ce Dieselgate en parallèle de l'annonce récente. Bon, schématiquement, le scandale a éclaté, on va dire il y a à peu près 6 ans. Leur valorisation boursière vient à peine de retrouver, son niveau d'avant le scandale. D'accord? Donc, voilà, schématiquement, le scandale éclate, moins 50% et 6 ans pour s'en remettre. D'accord? Ça, c'est une conséquence d'un mauvais jet. Il y avait quelques signes annonciateurs qui auraient pu être vus, en regardant le travail de certaines agences extra-financières sur l'ESG, mais, il y a 6 ans, personne ne voulait vraiment le regarder. Deuxième exemple un petit peu différent, le rachat de Bayer par Monsanto. J'ai envie de dire la meilleure idée du siècle. Bon, eux, probablement, ils s'en remettront jamais. C'est un cas différent, c'est-à-dire que, voilà, ils l'ont annoncé publiquement, tout le monde savait ce qui se passait. Ils ont annoncé que 1 + 1, ça allait faire 3. On est plutôt dans le 1 + 1 égale 0,3, hein, donc ils ont magnifiquement réussi. Mais au moment où Bayer a racheté Monsanto, on commençait à voir apparaître les premiers cas de procès, de scandales, sur les produits de Monsanto. D'accord? Mais on n'en était qu'au tout début. Et Bayer a dit: «Pas de problème, je le rachète». Ils ont brillamment réussi. Donc ça, c'était vraiment 2 exemples. Alors là, on n'est pas du tout dans le changement climatique, on est vraiment dans de l'ESG et on est majoritairement dans du G, avec quelques implications sur le E, bien sûr, dans les 2 cas. Mais c'est principalement de la gouvernance, mais c'est vraiment pour illustrer qu'est-ce que peut, amener un jet catastrophique. Exactement. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est que finalement, des risques de transition et des risques physiques sont catégorisables sur chacun des risques que vous connaissez déjà et que vous exploitez et vous gérez en interne, notamment si on fait le lien avec les risques
assujettis solvabilité 2 tels qu'on les appréhende régulièrement, souscription, marché, contrepartie, opérationnel, réputation, etc. Cette matrice-là, donc vous aurez à disposition, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'idée, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le cadre de consultation de l'ORSA pour récupérer un maximum de bonnes pratiques qui peuvent se faire dans l'évaluation des risques de transition et physique et leur catégorisation en risques connus et appréhendés. Bien évidemment, donc il n'y a pas que les éléments de l'ORSA, de la consultation ORSA, il y a aussi des éléments complémentaires qu'on a voulu ajouter et que peut-être pour illustrer, on pourrait parler de ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, sur l'assurance auto. Alors, on peut aussi prendre simplement, avant peut-être 3-4 exemples. Voilà, pour balayer le risque de transition, parce que je pense que c'est un cas intéressant, et pour forger les idées. Risque de transition politique. Très bel exemple, fin 2020, le gouvernement français publie ce qu'on appelle la RT 2020, donc norme de construction des maisons neuves, et interdit dans les maisons neuves le chauffage au gaz qui n'est pas considéré comme suffisamment vertueux d'un point de vue réchauffement climatique. Le risque de transition, il est pour Engie. D'accord, voilà, Engie a, si vous me passez l'expression, hurlé à la mort et s'est battu pour faire revenir le gouvernement français en arrière. Pour l'instant, ça a tenu. C'est le meilleur exemple de transition politique. Transition juridique, l'année dernière, les ONG ont gagné leur procès contre inaction climatique, enfin pour inaction climatique contre l'État français. Alors là, c'est 1 euro de dommages et intérêts, mais si maintenant les ONG attaquent Engie ou RWE en Allemagne, la probabilité qu'elles gagnent commence à devenir très, très, très élevée. Alors, risque juridique, petit bémol, je dirais, la Commission européenne est en train de vouloir l'afficher séparément. D'accord. Donc aujourd'hui, il est noyé dans ce qu'on appelle de la transition. Pour la Commission européenne, ça devient un risque majeur. Ils sont en train vraiment de vouloir l'évaluer, ce risque juridique. Risque technologique, un exemple, Porsche a dit je ne crois pas à l'électrique, je vais développer un carburant de synthèse parfaitement vert. Si demain on invente un carburant de synthèse facile à fabriquer qui remplace totalement le pétrole dans des méthodes existantes, enfin dans les moteurs existants, bon bah Total, Elf et compagnie, ça disparaît du jour au lendemain. D'accord, il n'y a plus de raison d'être pour ce pétrolier. Donc ça, c'est le risque technologique. Risque de sentiment de marché, bah, c'est ça très simple et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc celui-là, il est extrêmement important. Tous les institutionnels se disent demain matin, je sors du charbon. C'est une catastrophe boursière pour le charbon. Bon, une grande réussite pour l'humanité, mais une catastrophe boursière. D'accord. Et le risque de réputation, bah, c'est exactement ça aussi. C'est voilà, Sumitomo au Japon ne faisait pas de charbon et est en train de créer des centrales. Risque de réputation très fort. Qui va encore acheter les actions? Voilà, c'était vraiment quelques illustrations, excuse-moi Anne-Sophie, Non, mais rapides, tu fais très très bien. mais quelque part, je pense que c'est vraiment, on a déjà des exemples concrets sur ce risque de transition. Ouais. D'accord? Le risque physique, c'est quelque chose d'un peu différent. Le risque de transition, il faut juste se dire, il est déjà là. Et quelque part, on reparlera un peu plus tard des consultations. Des régulateurs comme le IOPA est en train de dire le changement climatique, c'est maintenant, si vous me Ça, pardonnez tout à ce fait. détournement d'expression, voilà. Mais et vraiment, le IOPA est en train d'insister extrêmement fort en disant ce n'est pas à 30 ans et surtout ce n'est pas en 2100. Les conséquences, elles sont là maintenant tout de suite. Et le IOPA commence à demander, je ne sais pas si, enfin, pareil, on va en reparler, mais il commence à y avoir des consultations pour l'intégration du changement climatique dans la formule standard. Rappelez-vous, la formule standard, l'horizon, c'est 1 an. D'accord. C'est aussi pour ça que je vous donne tous ces exemples en disant il va y avoir des conséquences là tout de suite. Tout à fait. Et peut-être pour illustrer sur la partie passif, puisqu'on a beaucoup parlé de l'actif, si on regarde sur des évolutions de type assurance automobile en tant que telle, l'automobile telle que tu l'as cité un certain nombre de fois, et notamment sur les aspects de carburant nécessaires à leur pour faire qu'elles avancent, on est dans une évolution où il y a soit cette transition et donc cette assurabilité de ces véhicules en question qui utilisent de l'énergie qui n'est pas forcément très verte, ou l'autre élément, l'évolution aussi de la pratique. On peut citer alors, ce qui est déjà pris en compte sur tout ce qui va être le covoiturage, etc. Mais il y a aussi des évolutions potentiellement technologiques, avec Tesla qui
annonce les voitures autonomes, non pas qu'il y ait une autonomie dans toutes les conduites, mais qu'il y ait un parc de véhicules autonomes qui permettent aux gens non plus d'avoir un véhicule propre, mais d'avoir un véhicule partagé, et que l'autonomie permette aux véhicules de passer d'un foyer à un autre foyer lorsqu'il y a la nécessité d'avoir une voiture. Donc c'est une évolution qui pourrait faire qu'en définitive, l'assurabilité d'une voiture propre n'aurait plus tout son sens, et donc un impact fort sur tout ce qui sera souscription et potentiellement aussi l'évolution en termes de sinistres, puisque qui dit voiture autonome dit a priori moins d'accidents associés. Alors, a priori, hein. Alors, juste A priori, mais l'ordre de grandeur, aujourd'hui, on estime qu'à tout moment, 17% des véhicules sont en train de rouler en France. D'accord? Ça veut dire que, pour faire arrondi, 4 voitures sur 5 sont garées pendant qu'une voiture est en train de rouler. Donc, si on dit voiture autonome partagée, en caricaturant un tout petit peu, bah, on a besoin de 5 fois moins de voitures qu'aujourd'hui, donc finalement de 5 fois moins de polices d'assurance automobile. On était ici sur une approche potentiellement plus qualitative. Comment est-ce qu'on répertorie chaque risque associé à le démarrage de la cartographie en définitive? L'idée, c'est derrière de pouvoir basculer sur du quantitatif. À titre d'exemple, et aussi parce que la réglementation l'imposera, à ce stade, en termes de stress test climatique, même si la CPR préfère appeler ça exercice pilote sur des scénarios de changement climatique, il y a des premières choses qui se font. Il y a eu des choses qui ont été faites en Angleterre par la Bank of England une année avant. Là, c'est la CPR qui l'a fait en 2020 sur la base d'un certain nombre de scénarios. L'idée, c'est de comparer à un scénario de référence ce qu'il se passerait sur cette transition qui serait soit rapide, dans une variante qui est appelée 2, soit retardée dans une variante qui est ici 1 pour le risque de transition. Là-dessus, toutes les entités qui ont réalisé cet exercice ont dû produire des bilans solvabilité 2 sur des horizons de temps qui étaient tous les 5 ans, 2025, 2035, puis après 2040, 2050, pour évaluer quels étaient les impacts en termes d'investissement et aussi dans les évolutions en termes de gestion actif-passif et impact sur leur solvabilité. Évidemment, c'est un premier exercice. Il n'empêche que ça a permis à tous ces acteurs, peut-être que certains d'entre vous y ont participé, ça a permis d'appréhender comment est-ce qu'on allait intégrer dans tous les outils internes ces éléments-là. Et ça a mis en perspective, évidemment, on attend le retour de la CPR sur ces sujets-là qu'on espère peut-être en avril, ça a mis en perspective le fait qu'il y a beaucoup d'évolutions à mettre en place en termes d'outils, qu'en termes d'actifs, et je pense qu'on en reparlera après, mais à mon avis, Nicolas en dira quelques mots, il y a une catégorisation à élaborer qui est qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir le faire, et de même sur toute la partie de gestion actif-passif qui est associée derrière. Alors, ce qui est intéressant justement dans cet enchaînement Banque d'Angleterre, Banque de France, Banque d'Angleterre, c'est qu'en fin de compte, c'est exactement la même chose, hein. Tout ça, ça dérive des travaux du NGFS, et la Banque d'Angleterre et la Banque de France sont dedans, et ça dérive de discussions qu'il y a eu à l'EIOPA, où le PRA et la CPR forcément travaillaient ensemble, et c'est le PRA qui a été plutôt en charge des problématiques climatiques. En 2019, la Banque d'Angleterre a fait un exercice pilote de stress test climatique qui était surtout comprenez vos investissements et mesurons à différents horizons temporels ce qui peut se passer. C'est un exercice pilote que je mets dans la catégorie révision de la formule standard de solvabilité 2. En 2020, la Banque de France a fait un exercice pilote, comme le disait Anne-Sophie, avec tous les 5 ans des photos pour regarder ce qui se passe. C'était réellement l'exercice pilote de la consultation intégration du changement climatique dans l'ORSA. En 2021, la Banque d'Angleterre, on n'a pas encore les spécifications, il nous les publie au mois de juin, va nous donner un nouvel exercice pilote, et dans celui-là, on va avoir une quantification du risque physique. Ils vont commencer à nous donner des jeux de scénarios en fonction de différents trajectoires de réchauffement climatique, hein. Rappelez-vous au tout début les scénarios du GIEC. Donc à chaque scénario du GIEC vont être attachés des probabilités de catastrophes naturelles partout dans le monde sur tous les types de catastrophes naturelles impactées par le changement climatique. Donc cet exercice 2021, son objectif, c'est le risque physique. D'accord? Donc les banques d'Angleterre et les banques de France. Excusez-moi, Nicolas, excusez-moi, mais je vois le temps passer. Oui.
Et nous devons les... entrer dans la mesure du possible dans le panorama réglementaire qui est quand même le cœur de notre présentation d'aujourd'hui. Désolée. Ne vous inquiétez pas. Juste après. On est dans les temps. Tout le monde me dit que je suis un grand bavard. OK. Alors. Vision panorama réglementaire. Faut savoir que donc on parle de 2014, mais les choses sont bien plus antérieures à tout ça. Qu'il y a des choses qui se font depuis, on va dire, les années 2000, voire même avant. En tout cas, ce qui positionne les choses, c'est les accords de Paris de 2015 et de manière préanticipée la directive NFRD qui définissait la déclaration de performance extra-financière dans le rapport RSE. Aujourd'hui, et c'est ce qui est, en tout cas c'est l'objectif de cette slide, c'est que vous ayez la vision sur l'évolution de toutes les réglementations et ce dans tous les domaines. Nous allons ensuite basculer dans le détail de celle-ci. En bleu, blanc, rouge, vous avez les dispositions françaises qui sont effectivement en avance de phase. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article 173 qui date de 2015 et tout le bilan qui en a été fait a été utilisé pour à la fois compléter la loi énergie-climat au niveau français, mais aussi pour inspirer la directive disclosure dont on parlera plus tard. Et puis les points importants, c'est des évolutions aussi en termes de produits et pas que en termes d'investissement. Vous avez des prémices qui ont été faites dans la loi Pacte, avec des renforcements au niveau des statuts ou au niveau des référencements des unités de compte. Et puis, vous avez aussi des évolutions qui vont avoir lieu sur des types de conseils en investissement. Et puis, les points importants que vont être tous les sujets au niveau de l'ORSA, qui, eux, sont dans une appréhension du risque et une intégration de ces risques climatiques aussi dans une approche réglementaire et prudentielle. Si on bascule sur la slide suivante, j'ai voulu ici vous mettre les réglementations qui sont en cours d'application ou qui sont latentes à sortir ou à avoir des consultations et des retours de consultation. La réglementation disclosure sur la transparence financière et dont je n'évoquerai pas plus de points ici puisque nous l'aborderons par la suite. La taxonomie européenne qui, elle, impose une définition et une classification des activités économiques et on se permet de le détailler dans la slide qui suit pour que vous ayez les idées à peu près claires sur là où on en est sur cette réglementation. Il y a eu une définition des indices d'émissions bas carbone assez récemment pour y intégrer une nouvelle famille d'indices pour suivre la transition, le benchmark Climate Transition, et puis la vision sur l'alignement des accords de Paris. L'article 29, qui est la nouvelle mouture de l'article 173, encore une fois que je ne détaille pas ici puisqu'on le verra par la suite. Et puis 2 points importants au niveau de solvabilité 2 sur l'intégration de ce risque climatique ou de ce changement climatique. Au niveau de l'ORSA, d'une part, il y a eu 2 consultations qui ont été faites et les IOPA devraient communiquer un avis au printemps de cette année sur le retour de cette consultation. Et ensuite, sur l'intégration du risque climatique dans la formule standard, il y a effectivement sur la partie SCR 4NAT une consultation qui a fini début de cette année et dont la perspective du retour de consultation devrait être très prochainement faite. Voilà pour le panorama. Ce qu'on vous propose pour la suite est donc de détailler disclosure et l'article 29, mais pour commencer, comme la taxonomie est une sorte de réglementation chapeau à toutes celles-ci, on se propose de la détailler très rapidement. L'objectif de la taxonomie européenne, c'est d'uniformiser un standard commun. D'une certaine manière, cette taxonomie va permettre de dire si une activité est éligible ou non, dit autrement, si cette activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental ou sur ensuite les plans social et gouvernance, et si cette économie contribue en quelque sorte à la transition écologique. Là où on en est aujourd'hui, c'est qu'il y a eu de nombreuses pages qui ont été publiées pour catégoriser les activités économiques considérées comme durables autour des 6 objectifs environnementaux que vous voyez sur cette slide. Et l'idée étant de contribuer ou de ne pas poser de préjudice à ces 6 objectifs environnementaux. Il y a des choses qui ont été faites plutôt en sous-main pendant plus de 2 ans. Il y a des choses qui deviennent publiques aujourd'hui. Vous allez peut-être entendre aussi, et on parlait tout à l'heure du gaz notamment, les activités du gaz qui pourraient être considérées comme une activité durable. Voilà, il y a potentiellement l'effet lobbyiste qui réapparaît maintenant pour élaborer ces différentes activités et cette catégorisation-là. Ce que l'on attend aujourd'hui, c'est des actes délégués qui permettent de détailler toutes les informations autour de ces activités. Et il est aussi attendu tout un exercice qui permettra de mettre en évidence les activités qui contribuent à la transition écologique.
Alors, je rajouterai très vite, hein, promis, simplement un point qui est les activités éligibles à la taxonomie peuvent être parfois des activités qu'on peut voir comme polluantes. D'accord? Je vais prendre deux exemples, l'acier, le ciment. D'accord? On peut se dire, oui, ok, le ciment, l'acier pour la planète, pas terrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la taxonomie va définir des seuils d'émissions d'équivalent CO2 à chaque méthode de fabrication. D'accord? Donc, on va dire l'acier recyclé à plus de 90% de recyclage, c'est éligible. L'acier à haut fourneau électrique, c'est éligible si ça émet moins de X tonnes de CO2 pour une tonne d'acier produit. Et ce X va évoluer dans le temps et il va drastiquement réduire. Donc, des entreprises qui peuvent être éligibles à la taxonomie aujourd'hui ne le seront plus forcément demain. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir comme une photo figée de ce qui est vert ou ne l'est pas. D'accord? Chaque cas de figure va devoir être vu dans le temps. D'accord? Dernier exemple, c'est aujourd'hui l'électricité solaire, panneaux photovoltaïques est éligible. D'accord? À partir d'un point dans le temps, ils vont demander à ce que le processus de fabrication des panneaux solaires soit lui-même vertueux et donc émette moins de X tonnes de CO2 par panneau solaire. D'accord? Donc c'est vraiment une logique dynamique et tout peut changer du jour au lendemain. Réglementation, disclosure. Maintenant, on a fait tout le panorama, toute l'entrée en matière et on rentre dans le vif du sujet. Disclosure, on va prendre un à un les articles et le premier qui est le plus, enfin les deux premiers qui sont les deux plus importants, qui sont quel est l'objet de cette réglementation. Donc c'est un peu dans le même type que la taxonomie qui est d'harmoniser les choses. Ici aussi, c'est un principe d'harmoniser des règles de communication pour les acteurs du marché financier et les conseillers financiers. Et ces règles harmonisées concernent les risques en matière de durabilité. Et l'élément particulièrement nouveau de la réglementation disclosure, ce sont les incidences négatives. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une harmonisation de toutes les règles pour évaluer les risques en matière de durabilité sur les investissements, donc en quoi il y a des impacts sur mes investissements, mais aussi évaluer en quoi ma propre activité et mes propres investissements vont avoir des incidences négatives en matière de durabilité. Tout ceci, que ce soit sur l'action ou sur les processus qui soient associés. C'est véritablement l'élément nouveau dans la réglementation disclosure de prendre en compte à la fois l'amont et l'aval. Article 2, et c'est sans doute ce qui vous intéresse aussi le plus, c'est savoir qui est assujetti à ce type de communication et de règles harmonisées. Aujourd'hui, on va être sur en termes d'assurance, on va être sur les entreprises d'assurance qui proposent des investissements fondés sur l'assurance. C'est ce qui est écrit dans la réglementation. Produit d'assurance étant un produit qui comporte une durée de vie totalement ou partiellement exposée, directement ou indirectement, aux fluctuations de marché. Dit autrement, et pour résumer, si je ne fais pas une activité orientée sur une durée assez longue, que ce soit de l'assurance vie, je ne serai sans doute pas exhaustive dans tout ce que je vais dire, de la retraite, des garanties prévoyance dépendance qui sont associées, dans ce cadre-là, je ne suis pas assujettie à la réglementation disclosure. Comme le disait Nicolas, il est sans doute à parier que ce type de réglementation est aussi relativement dynamique, que les choses évolueront dans le sens où de plus en plus d'acteurs seront concernés. Et nous verrons d'ailleurs par la suite que la France, étant précurseur de ces sujets-là, intègre non pas le périmètre de disclosure, mais un périmètre plus conséquent et intègre notamment toutes les autres activités d'assurance. Si on passe à l'article, à la slide suivante, donc en termes d'application, au-delà du fait qu'il y ait cet élément nouveau d'incidence négative, donc en quoi ce que je réalise a un impact, on va être sur 3 niveaux sur cette réglementation. Un niveau entité, un niveau produit, c'est-à-dire tout type de produit, et puis un niveau produit financier durable, donc toutes les appellations autour de la promotion, que ce soit de la promotion, ou des investissements qui sont véritablement réalisés pour créer de l'impact. Il est à noter que dans la suite, on verra sur la slide suivante, on parle de fonds vert clair, vert foncé. C'est une sorte d'appréhension simplifiée pour permettre de considérer qu'un actif plutôt clair n'aura pas forcément d'engagement significatif, mais on fera une promotion, alors qu'un engagement foncé aura véritablement un engagement significatif.
En termes d'articles, l'article 3 concerne la transparence de toutes les politiques relatives aux risques en matière de durabilité. Dit autrement, mes risques doivent, tout ce qui est matière de durabilité, doit intégrer mes décisions d'investissement. Et donc, il faut que j'explicite et comment est-ce que j'intègre tous ces risques de durabilité dans mes décisions d'investissement, quels qu'ils soient. Sur la partie de la transparence sur les incidences négatives, en quoi tout ce que je réalise peut avoir un impact, il y a là-dessus un niveau entité pour l'article 4. L'idée, c'est de pouvoir expliciter en quoi, pour le coup, l'entité, en matière de durabilité, a des incidences négatives et comment est-ce qu'elle fait évoluer ces impacts-là et sa gestion de ces incidences négatives. Pour le coup, l'ensemble de cette réglementation est toujours sur le même principe que l'on retrouvera aussi dans l'article 29, qui est un principe de « je me conforme » ou « j'explique », le fameux « comply or explain », et qui, dans certains cadres, n'oblige en rien au fait de réaliser ce type de communication, mais à minima de l'expliciter. Toujours au niveau de l'entité, vous allez avoir une transparence des politiques de rémunération également. Pour la partie des incidences négatives de l'article 4 et pour d'autres articles qu'on verra juste après, vous avez des précisions qui vont être apportées dans le cadre de Regulatory Technical Standards, donc les fameux RTS. Aujourd'hui, il y a des RTS niveau draft, c'est-à-dire qui ont été communiqués et qui explicitent un certain nombre d'indicateurs à présenter pour justement expliciter ces incidences négatives, les suivre et avoir des plans d'action pour les réduire. Anne-Sophie, excusez-moi, puis-je vous poser deux questions pour peut-être bien être clair pour tous nos auditeurs. La question, c'est entité, ça veut dire quoi? C'est quel niveau? Et est-ce que c'est le groupe ou est-ce que c'est l'entité entité par entité? La deuxième chose, c'est est-ce que le règlement disclosure est applicable à toutes les entreprises ou est-ce qu'il y a un niveau minimum pour entrer les obligations du règlement disclosure? Alors, vous avez des... Vas-y, si tu veux, Nicolas. Alors, entité et groupe, c'est une bonne question et il y a aujourd'hui encore quelques interrogations sur ce point-là. D'accord? Si vous voulez, voilà, je prends une assurance vie, un assureur vie, pardon. Il distribue des contrats d'assurance, il est soumis au règlement disclosure, donc il doit produire les incidences négatives au niveau de l'entité. Donc déjà, sur quoi je vais le calculer? Est-ce que ça va être les fonds propres ou est-ce qu'il faut que je réintroduise les UC dans la position financière globale qu'il gère et que derrière, on va utiliser pour remplir ce tableau des incidences négatives? Premier vrai niveau de question. Derrière, notre compréhension, c'est que chaque entité qui est productrice d'instruments financiers, de produits financiers qui vont être vendus, doit faire ce tableau et le groupe aussi. D'accord? Donc, finalement, j'ai envie de vous dire, le groupe, oui, si au moins une entité est soumise, et derrière, chaque entité soumise également. D'accord? Donc, c'est à tous les étages. Ensuite, en termes de taille, Anne-Sophie, je te laisse continuer. Alors, en termes de taille, on va être sur les fameux 500 employés, donc qui est une approche différente de ce qu'on verra dans l'article 29, qui est au niveau du bilan, cette fois-ci, à 500 millions. Et donc, il y a certaines choses qui sont obligatoires pour les entreprises de plus de 500 employés et qui restent à un statut de comply or explain en dessous. Donc, si on est en dessous, tous les éléments qui sont ici évoqués sont des éléments de type comply or explain à ce stade. On ne sait pas sur quel timing éventuellement les choses pourront évoluer, mais à ce stade, si vous avez moins de 500 employés, vous êtes au statut de comply or explain. Donc, si vous ne voulez pas faire, vous le pouvez, mais vous le justifiez en l'explicitant. Et excusez-moi, moi j'ai une question sur les politiques. Les politiques, du coup, elles doivent intégrer ces éléments à partir de... Est-ce que c'est à partir de 2021? Et si oui, notamment sur la politique de rémunération. Donc j'imagine que là, on vise la politique solvabilité 2, la politique de rémunération, qui explique le système de rémunération qui est versé, enfin qui est mis en place aussi bien pour les dirigeants, les conseils d'administration et les collaborateurs. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette politique alors qu'aujourd'hui on ne parle pas du tout de durabilité, etc. Qu'est-ce qu'il faut indiquer dans ces politiques pour être conforme au règlement de disclosure? Merci.
Alors, il faut que vous voyez le règlement disclosure comme un mélange de ESG, de climat et de tous les critères durables au sens large. Une des premières questions, à mon sens, sur les politiques de rémunération, c'est est-ce que vous avez intégré des critères de durabilité? Est-ce que vous parlez d'égalité salariale homme-femme? Est-ce que vous parlez de parité dans les conseils d'administration? Est-ce que vous parlez de cet ensemble de critères qui peuvent être vus comme des critères de durabilité ou non? Et je pense que c'est sur cet axe-là qu'il faut se poser la question de comment vous gérez la durabilité et derrière, comment vous la prenez en compte d'un point de vue risque. D'accord? Parce que finalement, c'est pas tellement pourquoi vous ne payez pas de la même façon tout le monde, c'est plutôt qu'est-ce que ça peut vous faire en risque d'image si vous ne payez pas de la même façon tout le monde. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir le règlement disclosure. D'accord? C'est quel risque pour votre structure si vous n'avez pas intégré ces principes de durabilité dans vos différentes politiques. C'est d'une certaine manière le règlement disclosure comme une prémisse à une véritable intégration des risques de durabilité dans la gestion des risques. Donc effectivement, associé à ça, après le règlement disclosure apporte quelques éléments quand on va dans le détail de l'article 5 en question. Et je rejoins Nicolas sur le fait que tous les critères qui peuvent être associés à un impact en termes de politique de rémunération, que ce soit du E, du S ou du G, sont potentiellement à considérer les uns après les autres pour évaluer est-ce que vous y êtes oui ou non et quel est le risque associé à votre état, voire vos plans d'action pour vous y conformer. D'accord, merci. C'est toujours cette notion de risque qu'il faut garder en tête, hein, et ça va être beaucoup un risque d'image. Hein, faut pas se leurrer. À ce niveau-là, c'est surtout un risque d'image. C'est pas un risque financier quelque part. Tout à fait. Si on Excusez-moi, moi bascule aussi, peut-être j'ai sur... la une discussion. question Oui. sur les entités. Est-ce qu'un distributeur, pur distributeur, qui ne produit pas, qui distribue des contrats d'épargne, est-ce qu'il est concerné? Alors, il est conseillé pour le coup. Alors, il va pousser des produits et sur les produits qu'il pousse, il va pousser la documentation rédigée sur ces produits. D'accord? Donc, il va avoir à mettre à jour son circuit d'affichage documentaire. D'accord? Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un OPC, sur l'OPC, historiquement, il affichait le document d'information clé et le prospectus. Ce document d'information clé qui était UCITS ou AIF va se transformer en PRIPS l'année prochaine. Et on va avoir également à la fin de l'année un document précontractuel de la réglementation SFDR, plus un document périodique de la réglementation SFDR. Donc, schématiquement, il va avoir un prospectus qui doit avoir été réécrit, un kit PRIPS qui arrive et 2 documents pour SFDR qui arrivent. Donc, il y a toute cette chaîne-là. Par contre, il faut qu'il explique ce qu'il fait en tant qu'entité parce qu'il est distributeur sur les incidences négatives. Et il faut se dire, les incidences négatives, c'est la double matérialité. D'accord? Donc, quelque part, en tant que distributeur, il va devoir dire si il respecte l'égalité salariale homme-femme, tout ce qu'on vient d'évoquer. Hein, d'accord? Donc, quels critères il s'applique à lui-même en termes de durabilité? Donc, il va devoir expliquer comment il sélectionne les produits qu'il distribue. Est-ce qu'il peut être amené à en éliminer? Et à partir du moment où il a des fonds propres placés quelque part, il va aussi devoir dire voilà ce que je fais sur mes placements. D'accord? Donc, quelque part, oui, il va devoir raconter des choses pour lui et pour ce qu'il fait. C'est ça la double matérialité, d'accord? Donc, c'est aussi, on va pas rentrer dans le détail des tableaux, mais dans le détail des tableaux, si vous voulez, il y a qu'est-ce qu'on fait sur telle et telle catégorie de durabilité. C'est et lui-même et ce qu'il fait dans ses placements. Tout à fait. D'accord? Mais c'est pas les fonds. Le tableau dont tu parles, c'est le tableau au niveau des RTS. Et donc, on vous invite à aller regarder plus en détail les indicateurs en question. Vous avez 18 indicateurs qui seront obligatoires à appréhender pour la communication. Et vous en avez 46 autres qui sont optionnels. Et vous pouvez en choisir 3 parmi ces 46. Ça en fait énormément, mais en tout cas, dans la réflexion de la mise en place, ça donne un bon état des lieux des choses pour vous accompagner dans la réflexion. Et donc, pour la réponse, oui, conseiller, on parlait de conseiller financier. Conseiller en assurance est associé à ce conseiller financier dès lors qu'il y a un produit d'assurance derrière. D'accord, merci. L'assurance ou d'épargne. Voilà, c'est oui. vraiment tout l'ensemble. Je reprenais la définition de
l'entreprise d'assurance et du produit d'assurance présenté tout à l'heure. Alors, si on regarde maintenant au niveau des produits, d'accord, là, on n'est plus au niveau de l'entité. Donc là, on est au niveau des produits. D'accord, je vais le faire de bas en haut parce que, à mon sens, c'est plutôt comme Oui, ça qu'il faut le c'est voir. plus. D'accord, l'article 9, ou vert foncé, hein, même si tout le monde ne dira pas vert foncé, ce sont des produits qui ont un engagement significatif, mais surtout un engagement mesurable. D'accord, un engagement mesurable, ça veut dire que ils vont devoir écrire comment ils le mesurent, quelle métrique et comment ils le suivent dans le temps. D'accord, et c'est là où ça va être particulièrement intéressant par rapport à ce qu'on disait au début, c'est que des engagements mesurables, il peut y en avoir des tas et ils peuvent être totalement différents. Bas carbone, c'est mesurable, d'accord. Je veux être à X% plus bas que mon indice de référence, ça c'est mesurable. D'accord, voilà. Alors, Accord de Paris, on se dit que c'est mesurable, l'AMF le rejette. D'accord, c'est mesurable, mais il n'y a pas de méthode aujourd'hui universelle. Donc, pour le régulateur, pas de méthode universelle égale pas mesurable. D'accord, donc l'article 9, c'est vraiment les produits à impact. Article 8, les produits vert clair, ce sont des produits qui prennent un peu en compte les problématiques de durabilité, mais qui n'affichent pas un objectif mesurable. D'accord? Donc, sans afficher d'objectif mesurable, on a le droit d'en parler, on va le prendre en compte un petit peu dans sa politique d'investissement. Pour autant, ce n'est pas le cœur du produit. D'accord? Ça va rester un produit tout à fait classique. Mais voilà, d'où cette terminologie de vert clair. Et ensuite, article 6, tous les autres, donc tous les produits qui ne sont, entre guillemets, pas ESG. Et il faut rapprocher le règlement disclosure de la doctrine AMF qui a été sortie au premier confinement, on va dire. Et l'AMF dit, article 6, ESG, mais interdiction absolue de citer ESG, durable ou quoi que ce soit dans toute documentation du produit. D'accord, donc l'AMF est en train de dire sur un fonds, hein, là je suis vraiment orienté fonds quand je dis ça, mais après on pourra faire le parallèle. L'AMF dit, si vous n'êtes ni article 8 ni article 9, vous avez l'interdiction de citer le mot durable, de citer ISR, de citer ESG, de citer tout terme qui s'y rapproche. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le panorama des produits et ça va réellement créer des vraies catégories dans lesquelles on pourra se dire, soit si vous voulez investir des fonds propres, vous voulez sélectionner un fonds en vous disant, vous aurez une vraie distinction et vous saurez ce que vous achetez, comment c'est traité et quel est l'objectif, d'accord? Soit sur des produits que vous émettez, où vous allez devoir choisir dans quelle catégorie vous les mettez. C'est là tout le sujet du moment, puisque la réglementation disclosure a démarré depuis le 10 mars, et ces sujets-là sont dans le pipe depuis le 10 mars pour être en application immédiate. Donc, il y a toute une réflexion. Excusez-moi, j'ai encore une question un peu précise. Dans un contrat d'assurance vie, il va y avoir du fonds euro, il va y avoir des unités de compte. Est-ce que si certaines unités de compte sont classées 8 ou 9, et si l'actif général est géré malgré tout avec l'intégration de critères ESG, mais que ça ne recouvre pas la totalité, est-ce que l'assureur peut dire sur son produit qu'il est 6 ? Alors, oui, d'accord, parce qu'on a schématiquement le contenant et le contenu. D'accord, le wrapper, le contenant, c'est le contrat, d'accord. Le contenu, vous allez avoir le fonds euro et vous allez avoir des unités de compte, d'accord. Si au niveau du contrat, vous écrivez que vous ne sélectionnez de manière ultra stricte que des neufs, vous n'avez pas le choix, vous devez faire ça. Si au niveau du contrat, vous dites je sélectionne tout produit, qu'il soit ou non ESG, d'accord, à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez et c'est au niveau des options, donc du fonds euro ou des UC, qu'à chaque fois, vous allez dire dans quelle case il est. D'accord, mais il faut d'ores et déjà que vous vous disiez, au niveau de chacune des options, vous allez devoir dire dans quelle case elle se trouve. D'accord, mais vous n'avez aucune obligation de dire le contrat est 8 ou 9. Okay. D'accord, voilà. Sachant que dans l'idée, tu me dis si je me trompe Nicolas, mais le principe c'est si je suis en 9, je ne peux pas me décatégoriser et passer en 6 derrière. Et pareil pour le 8. Oui, alors il faut… Donc au mieux d'une certaine manière, enfin s'il n'y a pas cet engagement à l'idée d'être 100% ESG au niveau du contrat d'assurance, plutôt d'être orienté sur le 6 et puis de voir une évolution ultérieure s'il y avait un intérêt. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est une image.
D'accord, c'est une image que vous poussez à l'extérieur. Ne vous mettez pas dans une catégorie où vous créez des contraintes très fortes si vous n'exploitez pas l'image. D'accord? Si vous voulez communiquer fortement en disant tous mes contrats sont durables, là oui, il n'y a pas de souci parce que vous allez exploiter cette image. Si vous ne communiquez pas là-dessus, mais que vous dites simplement, voilà, mes unités de compte sont majoritairement durables, mes fonds euros, on commence à les faire rentrer dans l'actif général dans une catégorie durable, voilà, vous n'exploitez pas encore totalement une communication durable. Dans ce cas-là, sincèrement, n'allez pas sur vos contrats sur du 8 ou du 9. D'accord? Ok. Parce que, en fait, voilà, prenez le temps de le faire bien. C'est ça que c'est ça que je vous dis. Voilà, si vous le faites aujourd'hui, vous risquez d'avoir un effet boule de neige et des conséquences extrêmement fortes. Ok, merci, c'est très clair. Tu veux continuer vu que c'est en lien avec l'article UT9 ou... Comme tu veux. Voilà. Alors, le principe, c'est... Vas-y. Non, vas-y. Veuillez m'excuser, il est déjà 10 heures et il nous reste un certain nombre comment dirais-je, de slides et de sujets très importants. Donc voilà, j'attire votre attention sur l'heure qui déroule. Merci beaucoup. Alors, on y est, sachant qu'a priori, on fait questions-réponses en même temps quand même. Alors, tout à fait. Peut-être on peut passer ce slide, Anne-Sophie, à ce moment-là, Ouais, parce qu'on je en a pense, déjà voilà, parlé. c'est un Voilà. détail d'article UT9. Dans la Revenir. vision globale, peut-être du calendrier. Oui, vas-y. Non, mais Des concepts clés. Ouais, voilà, parce que c'est vraiment le point qui est important. D'accord? Ouais. Ce qu'il faut garder en tête sur SFDR, il faut revenir, et on fera le lien juste après avec le 29, d'accord, sur les concepts. D'accord? Risque de durabilité, c'est des tas de choses qui peuvent être très différentes les unes des autres et qu'il faut appréhender de manière globale. C'est ce que nous disent aujourd'hui la réglementation SFDR et l'article 29. D'accord? Donc, c'est prendre en compte la durabilité dans son ensemble. Incidence négative, ça veut dire si je ne traite pas la durabilité, qu'est-ce qui peut se passer? D'accord? Et ça, c'est le point clé. Et en particulier, on a cité l'exemple de la politique de rémunération. Je ne le fais pas. Que peut-il se passer? C'est une réflexion. Alors, je nuance juste ton propos, c'est pas si je ne le fais pas, c'est de la manière avec laquelle je le gère, quelle est l'incidence. Oui. Parce que je peux avoir des prémices et en fonction de comment je le gère, quelles peuvent être les conséquences. Sinon, je suis d'accord. C'est OK. En fonction de ce que je fais, quelles peuvent être les conséquences? Et à garder en tête ce qu'on a dit également au niveau entité, groupe, etc., cette notion de double matérialité. D'accord? Donc la notion, qu'est-ce que je fais moi-même et qu'est-ce que je fais dans mes investissements? D'accord? C'est vraiment ces deux notions-là qui comptent. Voilà. Et derrière, cette classification des instruments financiers en 6, 8, 9. Donc, on va vraiment avoir 3 cases, d'accord? Gris, vert clair, vert foncé. Et seul le vert foncé a un objectif qui doit être mesurable. D'accord? Donc, mesurable sur un critère communément admis. D'accord? Il est interdit aujourd'hui de dire mesurable sur un critère qui ne fait pas l'objet d'une définition formelle. D'accord? Donc, accord de Paris, 2 degrés de réchauffement climatique, pas de définition formelle, ça ne peut pas être mis en avant. 20% meilleur que son benchmark sur les critères de durabilité, ça peut être mis en avant. Voilà. D'accord? Donc SFDR, c'est l'ensemble de ces concepts poussés aujourd'hui sur tout le monde. Pour reprendre maintenant les catégories et ce qui se passe, voilà. Aujourd'hui, les produits qui vont être 8 et 9 dès la fin de cette année vont devoir faire des reportings spécifiques, pré-contractuels et périodiques. Mais, et ça c'est un gros point d'attention, les produits article 6 devront le faire dans le futur. Ils ont une dérogation pour l'instant. D'accord? Mais tous les produits devront faire ces reportings-là à horizon, si je ne dis pas de bêtises, fin 2023. D'accord? Donc, c'est tellement loin vu d'aujourd'hui qu'on ne s'en occupe pas. Mais gardez ce point en tête parce que globalement, quand on dit aujourd'hui, par exemple, les entités qui doivent sortir le tableau des incidences négatives ou non, potentiellement, ça évoluera aussi. J'ai fini sur celui-là. Super. On continue. Calendrier, on le reverra
conclusion, on va basculer sur l'article 173 et l'article 29. En termes d'article 173, donc les choses ont été mises en place en 2015 et vraiment l'idée c'est de basculer très rapidement sur le concept pour ensuite être sur l'article 29 qui va le mettre à jour puisque l'article 173 n'aura plus lieu d'être dès que le projet de décret sera paru sur l'article 29 et ce qui devrait avoir lieu à horizon avril. Tous les investisseurs institutionnels sont concernés. Donc, encore une fois, on est au niveau français et les obligations sont élargies par rapport aux obligations internationales. Sachant que ça a été les prémices et qu'il y a des choses qui ont été mises en place avec l'article 173, alors qu'au niveau européen, aucune obligation n'était assujettie. Les investisseurs institutionnels devaient donc formaliser la démarche et doivent formaliser la démarche générale de prise en compte des critères ESG dans la politique d'investissement. La politique de gestion des risques aussi associée à ces critères était envisageable. Et puis les modalités de toutes ces informations devaient être communiquées de manière claire par le biais du site internet et dans le rapport annuel. L'adhésion éventuelle évidemment à toutes les initiatives, des chartes, des labels, etc. était fortement privilégiée. Donc sans aller plus loin dans le détail, le principe c'est tout le monde y est assujetti. Il y a toujours ce principe de Complier Explain en fonction de aussi ma taille de bilan, c'est-à-dire que si je suis inférieur à 500 millions de bilan, j'ai moins de choses qui me sont demandées toujours dans le principe de Complier Explain, et si je suis supérieur à cette taille de bilan, j'ai en définitive une approche plus détaillée, plus complète à réaliser, et si je ne le fais pas, je l'explique. Il y avait aussi dans cet article 173 des objectifs climat. Alors c'est vrai qu'on parle d'ESG, on se dit bon bah dans ESG il y a bien l'environnement, donc il y a les objectifs climat. Comme on l'a rappelé depuis le début, comme cette communication est destinée à intégrer finalement plein d'éléments et plein d'informations qui sont toutes différentes les unes que les autres, on pourrait avoir des critères ESG qui seraient très orientés et très déployés au niveau gouvernance, mais au final assez peu qui seraient déployés au niveau environnemental. Et comme on vous l'a présenté aussi en introduction, l'un des véritables sujets ici, c'est l'objectif climat. C'est pour ça que dans la communication, vous allez autant voir apparaître des choses sur le ESG, où il y a l'environnement, mais aussi des choses qui sont poussées au niveau climat, au niveau stratégie bas carbone, au niveau de la température et ainsi de suite. Donc les objectifs climat qui étaient souhaités étaient en lien avec les accords de Paris et déclinés aussi dans une appréhension des risques à la fois physiques et du risque de transition. Suite à cet article 173, on peut passer à la slide suivante, il y a eu un bilan réalisé de la part de l'AMF et de la CPR. Il y a eu une analyse de fait sur des acteurs financiers, que ce soit des assureurs, que ce soit des sociétés de gestion ou des banques. Et sur la base de ces analyses, il y a certains éléments qui ont été mis en évidence, à la fois, ce que vous voyez au milieu, le manque de documentation sur certains points, et à la fois sur la vision de droite, vous avez les bonnes pratiques par thème et par sous-thème. Nous ne rentrerons pas dans le détail, mais pour votre information, tout ce qui a été remonté ici dans un bilan très intéressant et qu'on vous conseille pour le coup d'appréhender et de lire, a été très utile pour un peu mieux catégoriser les choses et mieux élaborer les choses au niveau de l'article 29. Toutefois, ce qui ressort de l'article 29 qu'on va creuser juste après, c'est qu'il y a les principes qui sont présentés, mais que tout ce qui est le sujet de méthodologie et de comment est-ce que je fais pour m'y mettre, pour le coup, n'est pas forcément très détaillé. Il y a deux raisons à tout cela. La première, c'est que, en définitive, personne n'est vraiment prêt et à même de dire voilà ce qu'il faut faire pour s'y conformer. Donc, c'est plus le cumul des bonnes pratiques de tout le monde qui va permettre d'aller dans le bon sens et ensuite d'être de plus en plus détaillé dans cette approche et cette démarche. Et le deuxième point, c'est que des réglementations internationales se mettent aussi en place et qu'il y a des choses au niveau européen, et pour le coup, par exemple, au niveau réglementation disclosure, avec des indicateurs qui sont présentés. Et l'approche française est aussi de dire, je ne vais pas en mettre plus spécifiquement dans ma réglementation pour aussi laisser la place à tout ce qui se structure au niveau européen. Il n'empêche, si on passe sur l'article 29, dans le projet de décret qui est en cours et qui devrait être quasiment celui qui devrait paraître potentiellement au mois prochain si tout va bien, il y a 3 objectifs principaux. Le premier, conserver et renforcer la publication spécifique autour de à la fois la transition écologique et de l'alignement sur l'accord de Paris. Donc là, on a une approche qui est véritablement à la fois ESG, mais très orientée sur l'approche écologique et climatique. Alors, en n'oubliant pas ce que je vous disais tout à l'heure, qui est que, par exemple, aujourd'hui, l'AMF refuse systématiquement d'accepter de dire qu'un fonds collectif a comme objectif l'accord de Paris.
D'accord? Donc, on a un petit peu un décalage encore à ce niveau-là, d'où le fait disclosure, c'est tout ce qui est sans aucune ambiguïté. Article 29, il faut plus le voir comme une expérimentation. D'accord? C'est les prémices de ce que pourront devenir disclosure plus tard. Donc là, ils vont effectivement parler de l'accord de Paris. Donc à chacun d'expliciter sa méthode. D'accord? Alors que le règlement disclosure, ça doit être mesurable et indiscutable, donc c'est interdit. D'accord? C'est des nuances qui sont assez intéressantes entre les deux. Le 29, c'est les prémices de ce que pourront être plus tard les règlements européens. Tout à fait. Et pour le coup, le deuxième objectif avec le fait d'appliquer les dispositions de la loi énergie-climat met en perspective exactement ce que tu dis, Nicolas, puisqu'il y a un point spécifique sur la biodiversité, qui est l'une des grandes nouveautés entre l'article 173 et l'article 29, et pour lequel il est demandé de faire appel à des indicateurs spécifiques pour mettre en exergue comment est-ce que mes investissements et mes risques sont gérés sur le sujet de l'érosion de la biodiversité. Et pour le coup, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur spécifique qui soit même au même titre peut-être que ce que tu disais sur un benchmark et de se donner une valeur en dessous de benchmark ou d'avoir une température par rapport à une approche d'évolution carbone ou autre. Sur la biodiversité, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, un peu comme l'article 173 a été la prémisse de ce disclosure qui se met en place, on peut effectivement avoir en tête que l'article 29, c'est une expérimentation de ce qui se mettra en place dans une future réglementation européenne. Et alors, je vais le dire de manière encore plus radicale, hein, la biodiversité aujourd'hui, personne ne sait le mesurer. Non, mais par contre, on est au niveau de la recherche fondamentale. Hein. C'est à ce niveau-là. Donc on doit le faire dans le 29, mais on ne sait pas le faire. On ne saura pas identifier ce qui préserve la biodiversité, mais en revanche, on connaît les activités qui mettent à mal la biodiversité. Oui. Donc ça, pour le coup, sans que ce soit par le biais d'un indicateur, au même titre qu'un charbon, on sait et on connaît les impacts au point de vue climatique et impact gaz à effet de serre. Pour le coup, il y a des activités qui sont contre-indiquées sur les bases de biodiversité. Deuxième élément en termes d'application de la loi et la nouveauté, ça va être de mettre en exergue la part des encours qui va être alignée, pour le coup il y a un S plutôt que E, sur la taxonomie européenne des activités durables et aux énergies fossiles. Voilà les deux éléments véritablement nouveaux entre l'article 173 et l'article 29 qui va être éligible très prochainement. Le concept global, c'est d'appliquer aussi les recommandations du rapport de la Task Force sur la finance durable, la TCFD, sur les 4 piliers, à savoir la stratégie, la gouvernance, la gestion des risques et les métriques et cibles pour y parvenir. Le principe général reste toujours le comply or explain, et les quotas minima pour s'y conformer sont au niveau, comme l'article 173, d'un bilan à 500 millions d'euros. Le public concerné, on vient de l'évoquer, c'est comme l'article 173, pour le coup, c'est toutes les entités. Et dans chacun des alinéas de ce projet de loi et de ce projet de décret, vous allez avoir soit à y être assujetti pour toutes les entités, soit assujetti si vous avez un bilan supérieur à 500 millions d'euros. Et il y a un élément particulier qui fait qu'une entité qui a un bilan supérieur à 500 millions d'euros et qui a en plus des OPC et des mandats qui eux-mêmes ont 500 millions d'encours, dans ce cadre-là, les OPC et les mandats, ils sont également assujettis. Donc, d'une certaine manière, on a une vision à la fois entité et à la fois, d'une certaine manière, produit par le biais de ces OPC et mandats. On est toujours dans un comply or explain, dans le sens où, même si je suis assujetti, je m'y conforme ou j'explique pourquoi je ne m'y conforme pas. Les deux alinéas qui concernent toutes les entités sont liés à la fois à l'information relative aux critères ESG. Donc là-dessus, il va y avoir une cohérence avec l'article 4 de la réglementation disclosure qui concernait les incidences négatives en matière de durabilité, et donc au niveau de l'entité, et donc le lien fort à tous les indicateurs qui sont présents dans le RTS qui sera publié prochainement. Le point important, je pense, dont tu voulais parler, Nicolas, c'est qu'on est sur des classes d'actifs. On peut aussi aller plus loin dans la distinction en termes de catégories. Et là, il y a une véritable appréhension de l'actif qui est nouvelle à envisager et qui n'est plus une entité en tant que telle, type je regarde, je vais citer EDF, je ne sais pas si c'est celle-là ou sinon tu en prendras une autre, mais de regarder véritablement quelle peut être l'activité d'EDF.
On en a fait une autre un petit peu juste après. Oui, c'est pas encore, hein, donc on peut peut-être finir ça et revenir après. Alors, on fera dans 5 minutes un point spécifique sur comment regarder au travers de les exigences de toutes ces réglementations, désormais les entreprises dans lesquelles on investit. D'accord? Et c'est ça un des gros changements. Voilà, exactement. Un spoiler. Donc, premier élément, les informations relatives aux critères ESG. J'ai des indicateurs et j'ai des éléments spécifiques à publier sur mes parts d'investissement en fonction de différentes informations autour des critères ESG. Ça, c'est le grand 2 du décret. Le grand 3 petit 1, c'est la démarche générale de l'entité. Donc, c'est mon compte-rendu de politique et de stratégie d'investissement. Comment est-ce que j'intègre ces critères ESG dedans? De quelle manière est-ce que je vais le réaliser? Donc, les moyens qui sont utilisés pour informer les clients sur ces critères ESG intégrés dans ma politique et ma stratégie d'investissement. La liste et la part des produits financiers qui sont mentionnés aux articles 8 et 9 de Disclosure. Donc là, j'ai une cohérence avec Disclosure et les éléments qu'on vient d'évoquer. Et de communiquer aussi toutes mes adhésions, chartes, labels, initiatives et ainsi de suite, toujours pareil en lien avec l'article 4 de Disclosure. Voilà, lorsque je suis une entité, quelle qu'elle soit, ce à quoi je dois me conformer et appliquer dès l'apparition du décret. Ensuite, on bascule sur des obligations qui vont être pour les entités, enfin des obligations toujours Complier Explain, hein, des entités supérieures à 500 millions. Je vais devoir détailler les moyens déployés, donc le 3.2. Je vais devoir détailler ma démarche au niveau de la gouvernance de mon entité, donc ce qui est en lien très important sur quelles sont les connaissances, les compétences, les expériences autour de mes instances de gouvernance. On retrouve les liens à la politique de rémunération de l'article 5 qu'on a évoqué tout à l'heure. Et comment est-ce que j'intègre aussi, enfin je dois intégrer, les critères ESG dans le règlement interne. 3.4, la stratégie d'engagement auprès des émetteurs. Là, de la même manière, lorsque j'investis et lorsque j'ai un pouvoir, que ce soit politique de vote ou stratégie d'engagement, je dois expliquer comment est-ce que je le fais, présenter le bilan et expliciter en quoi les décisions prises en matière de désengagement sectoriel est réalisée lorsque ma stratégie d'engagement ne peut pas être mise en place. L'élément particulièrement nouveau, c'est le 3.5. Les informations qui sont relatives à la taxonomie et aux combustibles fossiles. Cette fois-ci, cet élément nouveau sera applicable à partir de l'exercice 2022. Et là, on est en lien avec la taxonomie européenne, en précisant les parts d'encours des investissements durables, les parts des encours des entreprises actives dans les combustibles fossiles. Et là, on est véritablement, et ça fait encore lien à ce qu'on va évoquer après, sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire exploration, production et ainsi de suite, jusqu'à la commercialisation. Un acteur peut potentiellement faire une activité tout autre que celle d'un combustible fossile, mais avoir une petite part de ces éléments-là dans une des chaînes de valeur de ces combustibles. 3.6, la stratégie donc, autour de l'accord de Paris et des limitations au réchauffement climatique. Cette fois-ci, il y a des véritables objectifs quantitatifs qui sont demandés pour 2030 et tous les 5 ans. Donc aussi là, on a en tête des approches de gestion des risques, des approches en mode ORSA, qui permettent d'appréhender les volumes d'émissions des gaz à effet de serre directs ou indirects. L'idée va être de quantifier par le biais d'indicateurs. Alors, il n'y a pas d'obligation à ce stade d'indicateurs, comme tu l'évoquais, Nicolas, qui sont spécifiquement communément admis. Cette fois-ci, il y a plus de liberté sur ces approches d'indicateurs et sur la méthodologie. Elle peut être interne, mais pour le coup, dans l'approche ensuite de méthodologie, il demande une véritable explicitation de comment est-ce que je mets en place ma méthodologie interne et avec une dizaine de critères qui sont attendus pour que cette méthodologie, aussi soit-elle, puisse être appréhendable et véritablement justifiable. Donc derrière, ça veut dire, et on va faire un lien avec ce qui est en train de se passer sur le stress test climatique, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement donner les émissions de gaz à effet de serre induites par les investissements d'aujourd'hui, mais il faut donner la trajectoire de ces émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. D'accord ? La trajectoire, elle peut varier de 2 façons différentes. Soit parce que vous investissez dans des sociétés qui elles-mêmes se sont engagées à avoir une trajectoire. D'accord ? Donc là, vous pouvez dire l'investissement
d'investissement reste figé et de par les sociétés que j'ai choisies, mes émissions induites de gaz à effet de serre vont baisser mécaniquement tous les ans, ou les émissions peuvent être impactées par l'évolution dans le temps de votre propre politique d'investissement. D'accord. Si vous dites à côté, et on en reparlera après, à telle date, j'ai tant de pourcents de charbon, à telle date, je suis totalement sorti du charbon, on peut aussi matérialiser ça dans la trajectoire d'émissions induites par le portefeuille de placement. Tout à fait. 3.7 sur la biodiversité. Le deuxième élément particulièrement nouveau par rapport à l'article 173, définir la stratégie en précisant le périmètre de la chaîne de valeur et selon une échéance 2030 puis tous les 5 ans. L'idée de la chaîne de valeur, elle rejoint d'une certaine manière l'approche hydrocarbures qu'on vient d'évoquer juste avant. Comment est-ce que ce que je réalise, ce dans quoi j'investis, respecte tout ou partie de la chaîne de valeur associée. Il y a beaucoup d'éléments qui sont cités par rapport à des choses qui existent sur la Convention sur la biodiversité ou la plateforme intergouvernementale scientifique. L'idée, c'est que là-dessus, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience sur l'impact de la biodiversité. Pour faire une légère illustration, investir dans une entreprise bois, extrêmement positif d'un point de vue image et d'un point de vue communication. Sauf que si tout ce qui est produit en bois est derrière utilisé avec des coupes rases sur des forêts, vous êtes là dans un impact sans précédent sur la biodiversité dans ces forêts qui sont pourtant des puits de carbone et une véritable nécessité. Donc d'une certaine manière, c'est prendre conscience que mon investissement et ce dans quoi je contribue préserve derrière la biodiversité qui va dans le monde dans lequel il y a cette activité. Encore une fois, je pense que toutes ces réglementations, toutes ces exigences vont toutes dans la même direction, prendre en compte la durabilité sous tous ses aspects en même temps et être capable d'expliquer ce qu'on fait sur chacun. Alors évidemment, certains seront privilégiés par rapport à d'autres. Aujourd'hui, si j'applique de manière stricte les critères de durabilité, je vais avoir 3 entreprises dans lesquelles on peut investir dans le monde. Hein, donc les placements financiers deviennent un petit peu compliqués. Mais globalement, tous ces textes vont dans le sens comprenez tous les impacts de ce que vous faites, que ça soit en termes de réchauffement, de biodiversité, de social, de gouvernance, etc. D'accord. Prenez en compte la durabilité dans sa globalité. C'est exactement ça le principe et le concept de toutes les réglementations. Et qui fait d'ailleurs un très bon lien sur l'approche de la gestion des risques, parce que prendre en compte toute cette durabilité, c'est derrière avoir une meilleure maîtrise de ces risques. Identifier qu'il puisse y avoir un problème sur le charbon dont on reparlera tout à l'heure, comprendre que dans différents investissements, il y a une présence de cette part charbon et qu'il peut y avoir un risque dans l'évolution de cette durabilité en tant que telle, c'est anticiper aussi un risque pour sa propre entité et sa propre activité. Donc, en utilisant cette transparence, toute la gestion des risques qui est demandée en termes de communication sur l'article 29 est une appréhension qui est aussi aux prémices d'une vision ORSA de cette gestion des risques en termes de cartographie des risques et des plans d'action qui sont associés avec des indicateurs et des sortes de limites de risque comme on pourrait envisager dans un ORSA et dans une gestion des risques internes. En guise de conclusion sur ces réglementations à la fois disclosure européenne et article 29 au niveau national, on vous a remis ici le calendrier global de tout ce qui était attendu. La mise en place en 2021 de disclosure qui est faite depuis mars et puis de l'article 29 qui va arriver en avril. Vous avez des premières choses à réaliser au titre de ce premier exercice 2021. Qui sont relativement cohérentes entre elles. En tout cas, ils ont cherché à le rendre cohérent au maximum. Et à partir de 2022, vous avez des exigences plus fortes, et notamment sur l'article 29, dont on n'a pas présenté le calendrier jusqu'ici, il y a les informations relatives à la taxonomie aux combustibles fossiles, et sur la partie gestion des risques, toute la partie estimation et mesures d'amélioration sont attendues à partir de l'exercice 2022, donc publié 2023, pour laisser aussi le temps d'appréhender les indicateurs et d'appréhender les mesures d'amélioration possibles sur chacun des risques appréhendés.
Il faut juste se dire, si par exemple on regarde aujourd'hui les agences extra-financières, Vigeo Eiris, ISS, MSCI, Sustainalytics, etc., dont on a cité quelques-unes dans le panorama des acteurs au début, aujourd'hui ces agences-là n'ont jamais l'intégralité des données demandées par ces réglementations. Donc, les régulateurs, que ce soit français ou européens, sont aussi en train de pousser le marché en disant ce sont sur ces points-là que vous devez faire des analyses et avoir les informations à nous présenter dans des documents périodiques. Tout à fait. Pour conclure et pour finir, on vous propose une mise en perspective, d'abord très rapidement sous la forme théorique et puis plus spécifiquement sur une forme d'application à un monde charbon. Évidemment, chacun est plus ou moins avancé et on vous propose plus une sorte de commencement qui pourrait être une approche et une démarche itérative. Le commencement, vu de nous, c'est prise de conscience. Ce qu'on vient de dire, c'est prendre en compte la durabilité dans toutes ses formes. Donc, s'informer, se former et prendre conscience de ce potentiel impact de durabilité sous toutes ses formes et sous tous les angles, dans tous les secteurs et les domaines. Suite à cela, l'ambition et la stratégie, elle doit se porter à 3 niveaux. Premier niveau qu'on a beaucoup évoqué ici, c'est au niveau de l'investissement. C'est ce qui est très demandé sur tout ce qui va être réglementation de la finance durable. Vous allez aussi avoir l'impact au niveau de l'activité, qui va être peut-être le second niveau à appréhender à ce niveau à aujourd'hui, mais qui va être en impact immédiat, tel qu'on a pu l'expliciter sur des mondes automobiles ou sur même des mondes d'investissement en termes de produits d'assurance pour demain. Et puis vous avez le troisième niveau, qui est celui de l'entreprise, pour lequel il y a déjà beaucoup de réglementations qui existent dans une vision RSE et qui sont toutes imbriquées et qui font lien. Mais pour le coup, faire sens, dans le sens où si j'ai des investissements et que je prends en compte mes risques de durabilité, mon entreprise en tant qu'infrastructure, que ce soit dans ma gestion RH, de mes achats ou de mes objectifs de développement durable, doivent aussi voir apparaître ce type d'éléments et cette stratégie en tant que telle dans mon entreprise. Lorsqu'on bascule sur une vision plus d'ensemble de cette démarche itérative, vous allez retrouver sur la slide suivante, entreprise, investissement, activité tout en haut. Et sur chacun de ces éléments, l'idée va être de mettre en place des processus itératifs pour aussi avoir une formation en interne, pour faire un état des lieux de l'existant et donc ma fameuse cartographie de tous mes risques de durabilité assujettis sur ces 3 fonctions, pour avoir les indicateurs qui sont bien associés et ensuite mettre en place mes plans d'action, mes plans d'amélioration et faire le suivi. Et bien évidemment, parce que le fait de s'y mettre et rapidement a un intérêt immédiat, c'est celui d'avoir une communication et d'utiliser cette démarche pour en faire une image positive par rapport à vos actions et vos plans d'amélioration. Le tout dans l'ambition stratégique étant bien évidemment associé à toutes les évolutions contextuelles et tous les risques qu'on a pu envisager au niveau politique, au niveau juridique, au niveau d'évolution de la technologie. Tout ça va influencer aussi à la fois la formation et la prise de conscience et l'évolution des bonnes pratiques. On a voulu décliner, parce que tout ça reste très conceptuel, on a voulu décliner sur l'illustration à la sortie du charbon. Sur le charbon, point de vue factuel, on a des orientations quasi réglementaires aujourd'hui qui existent, avec des exigences AMF et ACPR qui incite fortement, voire oblige à la sortie du charbon à un horizon donné. Ou en tout cas, qu'il y ait une politique qui explicite à quelle date je décide de me désinvestir et comment est-ce que je mets en place mes actions pour que ce désinvestissement soit bien réalisé à date donnée. Une communication qui est attendue dans l'article 29 sur quelle est ma part de charbon encore à l'intérieur de mes investissements. Et puis bien évidemment, en termes de taxonomie, il y a des activités éligibles et la part charbon, même si le gaz peut faire éventuellement polémique, aujourd'hui le charbon est bien défini comme étant stoppé et comme étant absolument pas éligible à la taxonomie. Vous avez aujourd'hui un risque de transition en termes de communication qui se confirme. Très récemment, AXA a communiqué sur son boycott sur un producteur de charbon dont on parle juste après dans le détail. On a bien fait les choses quand même. Et qui a décidé de ne plus assurer ce producteur de charbon. Donc cette fois-ci, on n'est pas sur l'approche investissement, mais on est bien sur l'approche passif. En tant que politique de souscription, je décide de faire évoluer ma politique de souscription pour qu'elle soit dans ma stratégie et AXA qui décide de se désinvestir à une date donnée et ce producteur de charbon n'étant pas désinvesti dans sa stratégie suffisamment tôt par rapport à AXA. De la même manière pour Swiss Re, donc dans un point de vue cette fois-ci réassurance. Quelles actions mettre en place ?
La première, c'est mettre en place cette démarche itérative, avoir un point de démarrage pour ensuite faire améliorer les choses. Évidemment, avoir une vision, quelle est ma stratégie, quelle est ma date de sortie de ce charbon et quelles vont être mes actions pour me mettre dans cette démarche de sortie du charbon et mes indicateurs associés. Et enfin, qui est le point pour nous l'un des plus importants, c'est prendre en compte tous ces risques de durabilité, toujours le même sujet, s'informer continuellement et s'appuyer sur des données de qualité, donc des informations factuelles qui me permettent de véritablement appuyer ma stratégie et de la mettre en place. Et donc, on bascule sur... Alors, juste pour préciser, si vous ne l'avez pas lu, on vous engage vraiment à lire la note AMF-ACPR qui est sortie fin octobre 2020 sur la politique charbon des acteurs français. Quand vous aurez le support, il vous suffira de cliquer sur voilà. de la slide d'avant. Ce n'est pas une réglementation, mais à partir du moment où vous allez avoir votre contrôleur ACPR qui vient vous voir et qui vous dit remettez-moi ce papier, c'est presque comme si c'en était une. Je complète ce que disait Anne-Sophie. Dire aujourd'hui, en 2030, je n'ai plus de charbon, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui ont commencé à annoncer ça. L'ACPR les a tous pointés du doigt et à la limite mis au pilori l'année dernière. Ce qu'attend l'ACPR, c'est une date et un seuil. Le seuil, ça veut dire en 2030, je n'ai plus du tout dans mes investissements de sociétés dont le chiffre d'affaires est constitué à plus de X% par du charbon. C'est ça qu'attend la CPR. Aujourd'hui, si je dis que ce seuil est à 30%, bah, je garde tout, quasiment ou presque, sauf effectivement quelques sociétés dans le monde qui sont des mines de charbon pur ou des producteurs d'électricité au charbon pur. Donc en gros, toutes ces réglementations et cette politique charbon sont en train de dire, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'activité des entreprises, on ne peut plus se contenter de dire que RWE est un électricien au même titre que EDF est un électricien en France ou que Endesa est l'électricien espagnol. On doit savoir maintenant exactement comment ils font leur électricité et on doit savoir derrière les pourcentages de chiffre d'affaires associés à chacune. Et là, on vous a pris un exemple parce qu'on le trouve quand même caricatural. Et ça apparaît déjà dans ce rapport AMF-ACPR sur le charbon. Ils ont eux-mêmes pointé du doigt certains exemples de ce type. Là, on en a pris un autre pour continuer d'illustrer. Une société comme RWE en Allemagne fait de l'électricité, mais a aussi ses mines de charbon. Aujourd'hui, quand on lit son bilan, son rapport annuel, elle se vend à elle-même ce charbon pour 1 euro. Donc, les mines de charbon n'apparaissent pas dans son bilan parce que ce n'est pas une activité qui a un chiffre d'affaires. D'accord si vous me permettez l'expression, elle a totalement caché les mines de charbon sous la moquette. D'accord. Donc, schématiquement, ce que les régulateurs commencent à dire, c'est ça qu'il faut aller voir, c'est ça qu'il faut comprendre. Et derrière, il faut se dire, non, non, RWE, c'est 30% de charbon. D'accord. Et si derrière, vous dites dans votre politique de sortie du charbon, en 2030, je n'ai plus une seule société qui fait plus de 10% de son chiffre d'affaires au charbon, cette fois-ci, vous allez éliminer RWE de vos placements financiers. Donc, ça veut dire définir une trajectoire et pour vous et pour les sociétés que vous achetez, monitorer la trajectoire des sociétés que vous achetez. Encore une fois, c'est ce qu'on disait sur l'article 29. Partout, on va commencer à vous dire, regardez maintenant, mais prévoyez ce qui se passe. Et le cas extrême, c'est les projections demandées jusqu'en 2050. Et globalement, c'est vers ça que tout cet ensemble converge. Prévoyez et faites les trajectoires sur les 30 prochaines années. C'est exactement ça. Alors, conclusion peut-être la conclusion, oui, parce que nous avons déjà dépassé l'heure. Alors, en conclusion, une très jolie image avec un lien qu'on vous engage à voir. Alors, ce ne sont pas les données qui seront utilisées officiellement. Là, ce sont les données de 427. 427 est une société qui fait des prévisions de catastrophes naturelles. Donc, c'est leur scénario médian. C'est leur scénario médian 2040. D'accord. Donc, vous voyez en 2040 sur la zone Asie qui, pour eux, va être la plus durement impactée, que schématiquement, c'est une mauvaise idée d'investir dans une société qui, même une société française, qui aurait une de ses usines à cet endroit-là.
D'accord? Donc, il faut aller regarder maintenant exactement ce que vous achetez. Et ce n'est pas forcément non plus une bonne idée de faire de l'assurance habitation à Tokyo. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qu'on commence à voir apparaître et on va avoir de plus en plus de données. Anne-Sophie, je te laisse la conclusion finale. En conclusion, la réglementation s'accélère. La réalité, elle est en 2040, mais elle est aussi présente. Il y a un véritable besoin à ce que la finance s'oriente vers beaucoup plus d'actions pour contribuer à un changement des habitudes. Il est clair aussi que se désinvestir aujourd'hui de tout type d'investissement qui éventuellement aurait un minima risque de durabilité n'est pas sensé, parce que ça contribuerait à un effondrement immédiat et ce n'est pas l'objectif du tout. Donc c'est le fait de prendre conscience de tout ce qu'il peut y avoir dans ces investissements, de prendre conscience en quoi ces risques de durabilité pourraient avoir un impact en termes aussi d'activité en tant qu'assureur mutualiste et mutuel, et en s'appuyant sur tous ces éléments-là, de pouvoir continuer d'améliorer vos pratiques dans l'appréhension évidemment de la réglementation, mais peut-être de la voir non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité que vous puissiez pérenniser votre activité. Parce que si on parle de 2040, oui, mais en définitive, vous avez aussi des impacts qui peuvent se donner dans les années à venir et de manière beaucoup plus proche. Et si elles arrivaient, le mieux vous aurez appréhendé ces éléments-là, le mieux tous ceux qui ont pu appréhender la fameuse crise Covid qu'il y a pu y avoir et qui a démarré l'an dernier, même si c'était dans des scénarios hors ça qui n'avaient pas associé véritablement à un virus qui se déploierait dans le monde entier, ont pu appréhender ces impacts en termes peut-être d'impact sur des taux bas ou d'impact sur de la volatilité sur les actifs et ont pu gérer au mieux tous leurs risques et pérenniser leur activité sur les années qui ont eu lieu. Donc là, l'idée, c'est véritablement, et si on avait un résumé à faire, c'est prendre en compte la durabilité sous toutes ses formes dans votre activité et prendre cette contrainte comme une opportunité de mieux les appréhender et surtout de les expliciter pour une meilleure communication. Et pour prendre en compte des risques qui aujourd'hui ne sont nulle part. Quand je dis nulle part, ils ne sont pas dans les statistiques parce qu'ils ne se sont jamais produits. Ils ne sont pas dans les demandes des régulateurs parce qu'ils n'y ont jamais été intégrés, parce que jamais réfléchis. Donc on est à un moment donné où on a toute une catégorie de risques sur laquelle on se dit l'enjeu est très fort, qui n'est pas mesuré. Et donc, toutes ces réglementations tendent vers ça. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Je me fais la porte-parole de l'ensemble de l'audience qui a écouté et qui, selon le chat, n'a pas souhaité poser de questions de manière écrite, mais l'a fait peut-être au fil de l'eau. Merci à vous. Je dois dire qu'au nom de l'AM et de la FNMF, nous remercions nos adhérents d'avoir été présents à l'occasion de ce webinaire commun. Nous allons vous transmettre un questionnaire de satisfaction et puis surtout, ça nous permettra de connaître les sujets que vous souhaiteriez faire l'objet d'un prochain webinaire commun à la FNMF et à l'AM. Donc, les assureurs mutualistes, les mutuelles vous remercient infiniment de cette présentation et j'espère que chacun pourra en tirer bon usage. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Merci à vous deux. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois, donc avec un nouveau thème d'actualité. Et merci de répondre au questionnaire de satisfaction. Ça va nous permettre justement de pouvoir rentrer dans votre actualité. C'est bien notre sujet. Merci à tout le monde. Alors, juste un point, je le vois passer plein de fois dans le chat. Anne-Sophie, tu confirmes? Oui, le support sera disponible. Oui. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas, le support va être envoyé et tout le monde l'aura. Parce que je le vois écrit 10 fois, donc je me permets juste de le dire. Absolument. Vous avez raison de le mentionner. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci tout le monde. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.